పక్కన చిన్నది. ఓకే. మాకేమో Oui, oui, on commence. Hein. On me donne ton nom exact, comme ça. Le nom, comment ça s'écrit. Par rapport à ça, tu prends le nom. Oui, le nom, comme ça, parce que comme je vais remercier ta présence. Ah, ok. Tu mets ton nom, ton prénom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, mes remerciements aux journalistes qui ont répondu favorablement à notre invitation. Le sujet de notre rencontre avec les journalistes aujourd'hui porte sur un sujet qui est devenu hélas banal, mais c'est un sujet qui préoccupe les Comoriens et les Africains en général. Il s'agit des assassinats politiques qui sont devenus des actes tout à fait tolérés et acceptés, et un mode de gouvernance politique tout à fait accepté. Donc, nous avons tenu, moi-même ainsi que mes amis qui sont ici présentes, pour
parler de cela, des assassinats politiques commis par le colonel Azali Assoumani aux Comores, des massacres commis sous sa responsabilité, particulièrement, il y en a eu avant qu'il accède aux fonctions de chef de l'État des Comores, mais on va parler principalement des assassinats politiques commis depuis son retour au pouvoir le 26 mai 2016. Le chiffre connu est de 40 personnes assassinées pour des raisons purement politiques. Donc je remercie l'honorable Ibou Gueye, nouvellement élu député de la 15e, de la circonscription de Vélingara, voilà, et membre de PASTEF, et nouvellement élu. Donc je profiterai de l'occasion, avant de commencer notre sujet, évoquer les élections législatives qui ont eu lieu ici au Sénégal. Et puis j'ai mon ami également, Dr Ba, qui est universitaire, connu et reconnu au niveau international pour ses recherches scientifiques, qui a voulu être présent à cette rencontre avec la presse pour exprimer la préoccupation partagée par la société civile également sur ce qui se passe aux Comores. Et puis j'ai aussi mon ami qui est à ma gauche, qui est aussi un militant de PASTEF, qui est connu aussi pour son attachement au peuple comorien, à la cause du peuple comorien. Et puis on a un autre ami aussi, mais aujourd'hui qui fait office de journaliste également, qui est en face aussi, Monsieur Diallo, qui est connu pour son engagement au sein de la communauté comorienne du Sénégal et de toutes les communautés africaines installées ici au Sénégal, qui est un membre éminent aussi de PASTEF. Bon, je tiens à les remercier pour leur présence ici présent. Leur présence témoigne leur attachement au-delà des Comores, mais leur attachement à des valeurs de justice, à des valeurs de l'égalité, et puis au principe aussi universel de droits de l'homme, mais surtout leur attachement au panafricanisme dans sa conception tout à fait nouvelle, panafricanisme responsable, constructif. Voilà, je tenais à leur exprimer toute ma gratitude pour leur disponibilité par rapport à cette conférence de presse spontanée que j'ai tenu absolument à organiser ici au Sénégal. Ceux qui tenaient à être là aujourd'hui, mais qui sont tenus par des responsables pour leurs engagements professionnels, qui n'ont pas pu se libérer, dans un esprit très politique, très compétitif, des élections qui étaient très ouvertes, et finalement, PASTEF a été élu, brillamment élu. Cette élection, cette victoire confirme une dynamique qui se dessine ici au Sénégal depuis quelques années. Ça s'est confirmé par les élections présidentielles et puis renforcé le 17 novembre également. Bon, je ne cesse pas de le dire, j'ai eu à le dire ici au Sénégal, j'ai eu l'occasion de le dire dans mes différentes conférences que j'ai tenues dans différents pays d'Afrique, comme quoi le Sénégal, c'est chaque fois que ce pays traverse des crises, trouve toujours des ressorts, que ce soit politique, des ressources morales, pour s'affirmer comme étant un leadership au niveau de l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, comme une référence en termes d'alternance démocratique. Chaque fois qu'il y a une crise, ici au Sénégal, une crise politique particulièrement, les réponses, on les retrouve à la fois dans l'héritage démocratique de ce pays et puis dans les institutions constitutionnelles de ce grand pays. Bon, je tiens une nouvelle fois à dire bravo au peuple sénégalais, bravo
à Ousmane Sonko, bravo au président Diomaye pour leur apport, pour leur engagement, qui font la fierté non seulement du Sénégal, mais la fierté de l'Afrique également. Bon, je souligne par ailleurs, puisque comme nous avons des champions qui émergent un peu partout en Afrique en ce moment, et tant mieux pour l'Afrique, je tiens aussi à féliciter les autorités mauriciennes, et les partis politiques mauriciens, puisque récemment également, une semaine avant le Sénégal, il y a eu lieu à l'île Maurice des élections législatives qui ont confirmé aussi l'ancrage de l'île Maurice dans la démocratie, puisqu'il y avait une opposition mauricienne qui était malmenée, une opposition mauricienne qui était tabassée, humiliée, mais qui a fait preuve de résilience, et parce que cette opposition était déterminée, puisqu'elle était unie, elle a réussi à renverser le pouvoir répressif, sanguinaire, aussi, qui était en place à l'île Maurice, et l'opposition a gagné une majorité aussi très écrasante. Donc c'est pour montrer qu'en Afrique, il y a des champions qui émergent, il y a des champions qui s'affirment. Bon, lorsqu'il y a des bonnes choses, je pense qu'il faut le souligner, il faut surtout féliciter les acteurs de ces succès démocratiques en Afrique. Bon voilà, ceci étant dit, nous avons aussi des cancres en Afrique, nous avons aussi des tyrans en Afrique, et comme nous avons des tyrans, nous avons des cancres, nous avons des hommes politiques qui détestent la démocratie. Il est temps de les dénoncer, il est temps de les pousser à abandonner le pouvoir. Ça se fera par la volonté du peuple, des peuples d'Afrique. Et parce qu'il y a des tyrans, je tenais absolument à tenir cette conférence de presse ici au Sénégal, parce que le Sénégal donne cette opportunité aux démocrates africains de venir ici, chercher de la voix, chercher de soutien, et puis chercher aussi des appuis pour pouvoir déloger ces dictateurs, ces tyrans qui sont très présents dans nos différents pays. Ces tyrans font des assassinats, font de la terreur comme mode de gouvernance pour se tenir au pouvoir. Ici, aujourd'hui, à l'instant même, on va parler de ce qui se passe aux Comores. Nous avons un dictateur qui s'appelle colonel Azali Assoumani, qui est revenu au pouvoir en 2016, le 26 mai 2016. De 2016 jusqu'à 2024, septembre 2024, on dénombre 40 personnes assassinées pour des raisons politiques. Et ces assassinats, l'atrocité, la barbarie de certains de ces assassinats n'ont jamais fait, et c'est normal pour eux, n'ont jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire, n'ont jamais fait l'objet des poursuites. Et c'est pour cette raison, c'est pour ces raisons d'impunité et le caractère répétitif de ces assassinats font que les démocrates comoriens ne peuvent pas laisser rester les bras croisés et doivent se mobiliser péniblement et très très difficilement sur place aux Comores, puisque c'est pas évident, mais le faire particulièrement à l'étranger. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur l'apport, la solidarité des forces vives africaines pour venir à bout de ce dictateur, colonel Azali Assoumani. Et parce que colonel Azali Assoumani, il a aussi ses relais, ceux qui trouvent leur compte sur sa gouvernance antidémocratique, et que nous devons aussi mobiliser à l'extérieur pour dénoncer ceux qui le soutiennent et leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi être poursuivis au même titre qu'Azali Assoumani pour complicité des assassinats. Et il y a même des crimes commis par Azali Assoumani et son équipe qui relèvent du droit pénal international. Et nous tenons à attirer leur attention pour dire que toute forme de soutien
apporté à ce régime pouvait aussi faire l'objet d'une enquête internationale et faire poursuivre tous ses soutiens au même titre que l'auteur principal ou bien les auteurs principaux. Bon, les crimes commis par Azali, je le disais tout à l'heure, n'ont jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire aux Comores. J'ai amené avec moi, et je vous les ferai parvenir, des faits. Je vous donnerai les noms et les dates pour qu'on reste vraiment concret. Que c'est pas du vent ce que nous racontons, mais c'est des faits concrets. Je suis au Sénégal. C'est un pays qui est connu et reconnu pour son attachement à la démocratie, son attachement à l'état de droit. Je pense qu'en Afrique, le Sénégal apparaît comme étant le terrain propice, approprié, pour parler de ces morts, puisque l'actualité récente du Sénégal a montré que ce pays n'accepte pas les injustices. Lorsqu'on parle des morts pour des raisons politiques, lorsqu'on parle de la répression politique, le Sénégal sait se tenir debout pour dire non. Et c'est pour cette raison que je tenais ici, aujourd'hui, à parler. Ça va être un peu peut-être difficile pour vous d'écouter les noms des personnes que je vais évoquer qui ont été assassinées, mais pour la vérité et pour aussi rendre justice en entendant que la justice républicaine fasse justice à ces gens-là. Comme je suis en face de vous, vous les journalistes, je vais profiter cette opportunité pour vous donner les noms des personnes qui ont été assassinées et le jour de leur assassinat et le lieu aussi des crimes commis par Azali et sa bande de voyous, d'assassins. Bon voilà, donc ça va être un peu lourd, mais je pense que c'est le minimum qu'on peut accorder à ces victimes, qui, je rappelle, aucune justice pour l'instant ne s'est penchée sur leur cas, quand bien même des plaintes ont été déposées dans certaines juridictions de certains pays qui appliquent ce qu'on appelle la compétence universelle en fonction, en vertu de la Convention de New York sur la torture. Il y a des juridictions de certains pays qui ont été saisies. Il y a des saisines également qui vont être faites dans d'autres pays. Lorsque je parle d'autres pays, le Sénégal fait partie des pays qui seront saisis, puisque dans une jurisprudence tout à fait d'actualité, je vais parler du cas du Tchad, du Sénabré, Sénégal a été saisi et a jugé l'ancien président du Tchad en fonction justement de cette compétence universelle qui a déjà été appliquée ici au Sénégal. Et d'autres pays en Afrique également commencent à faire usage effectivement de cette convention internationale sur la torture. Bon, donc, je prends le temps de lire le nom des victimes assassinées par le régime du colonel Azali. Il s'agit d'abord de monsieur Naïl Djimil. C'est un pêcheur originaire de Moutsamoudou à Anjouan. Il a été arrêté le 26 septembre 2018 et décédé le 30 septembre 2018 suite. Cet assassinat a été précédé par de tortures. Il y a Ben Ahmed alias Madeleine qui a été tué par les militaires à Moutsamoudou en juin le 17 octobre 2018.
Il y a Malik Baraké qui a été tué par les militaires à Moutsamoudou en juin, le 17 octobre 2020. Il y a monsieur John Malé qui a été tué par les militaires le même jour, le 17 octobre 2018 à Moutsamoudou en juin. Il y a 5 personnes, dont 3 enfants, décédés et suite, après avoir reçu plusieurs coups de feu tirés par des militaires en juin. Et ce même jour, plusieurs blessés à la ville de Moutsamoudou après des tirs des militaires comoriens entre le 15 et le 19 mars 2018. Il y a monsieur Ahmada Saïd alias Gazon, qui est un sportif originaire de Ikoni, la ville de Ikoni. Il a été tué par les militaires comoriens le 9 décembre 2018 dans sa ville natale, sans le moindre motif. Il y a Ahmed Houssen, originaire de Pomoni en juin, tué par les militaires comoriens le 24 mars 2019 dans sa ville natale pour avoir manifesté contre la fraude électorale. Il y a Mourchan Abdallah, assassiné par les militaires à Pomoni en juin, le 24 mars 2019, pour avoir manifesté contre la fraude électorale. Il y a le lieutenant Ahmed Abdou, originaire de Simambouani à la Grande Comore, assassiné le 24 mars 2019 à Moéli pour avoir manifesté son opposition contre la fraude électorale. Il y a Ahmed Abdou alias Brando, assassiné le 12 juillet 2016 au palais du 6 de Moutsamoudou en juin. Il y a monsieur Ali qui a été arrêté à Fomboni à Moéli le 10 octobre 2018 et assassiné par les militaires le 12 octobre 2018, la même année, donc 2 jours après. Il y a moi, le major commandant Fessoal Abdou Salami, assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandahani. Il y a le major Nasserdine Abdou Razak qui a été assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandahani. Il y a monsieur Salim Nassor, assassiné le même jour sur le même lieu au camp militaire de Kandahani. Il y a monsieur Suleiman Hassan, militaire originaire de Domoni Mbadjini, assassiné à la maison d'arrêt de Moroni le 25 novembre 2020. Il y a le docteur Djaza, qui est un ancien président, de la CENI, qui a été retrouvé mort dans son cabinet médical. Il y a Nasfata Anziza Mdaroma, qui est originaire de Mbeni, qui a été retrouvée morte dans une citerne. Il y a Farahani Mhaji, originaire de Hambou Wachili, retrouvé mort dans une citerne. Il y a Samuel, qui est originaire de Hambou Wachili, qui a été retrouvé mort également dans une citerne. Il y a Saïd Ibrahim, originaire de Hambou, qui a été retrouvé également mort dans une citerne. Il y a Major Hakim, alias Mbapale, enlevé, séquestré, assassiné sous la torture le 16 avril 2021 au camp militaire de Sangani et qui a été enterré dans des conditions, vous voyez, c'est là la photo, enterré à la hâte, ce monsieur-là. Il a été enterré à la hâte avec ses vêtements. Et il a été déterré par les jeunes de son village lorsqu'ils ont su comme quoi il a été enterré. Les jeunes de son village sont allés le déterrer pour se rassurer si c'était vraiment bien lui qui a été enterré. Et puis ils l'ont réenterré après avoir procédé aux usages, aux rituels de l'islam. Et puis il y a Seyfoudine Chagouli également, qui a été enlevé et torturé, séquestré au camp militaire de Sangani, le même jour que le major Hakim alias Mbapale. Et puis après, il y a des jeunes qui ont été notamment, il y a ce jeune de 21 ans qui s'appelle Mouslim, qui a été tué, de 21 ans, qui a été tué, vous voyez, le journal évoque, tué sur le chemin de la liberté. C'était au mois de janvier dernier. Et puis, il y a aussi un jeune pareil, qui s'appelle Ayman Nourdine, qui a été torturé
jusqu'à sa mort à la gendarmerie. Et les photos, je vais vous les envoyer, sont atroces. Et puis, il y a le dernier acte qui est aussi d'actualité, mais d'une actualité atroce, c'est la mort le 14 septembre dernier, 2024, du jeune Fanou, qui est mort en détention. La spécificité de cette affaire de monsieur Fanou, de jeune Fanou, c'est un militaire de 22 ans. Le 13 septembre dernier, alors que Azali Assoumani, le chef de l'État, le putschiste, le dictateur comorien, est allé assister aux obsèques du grand-père de Fanou, et Fanou l'a agressé le chef de l'État, et il a été neutralisé par les agents de sécurité qui étaient sur place. Ils l'ont amené à la présidence. Ça s'est passé le 13 à 16h30. Et à la présidence, il a été torturé. Il a été transféré dans un camp militaire. Le lendemain, le procureur de la République a fait une déclaration pour annoncer que le jeune militaire Fanou a été retrouvé mort dans sa cellule et que les enquêteurs qui sont allés l'extraire de sa cellule l'ont trouvé inanimé. Un médecin est intervenu peu de temps après pour constater sa mort et que la dépouille sera remise à sa famille. Bon. Et ça, c'était le samedi 14 septembre. Effectivement, la dépouille a été remise à sa famille. Et lorsque les militaires ont remis le corps à la famille, ils ont dit que tout a été préparé conformément au rite de l'islam et qu'il n'y a pas lieu de toucher le corps. Il faut l'enterrer. Ce que la famille n'a pas fait, effectivement. La famille a pris le corps, s'est rendu compte que le corps portait des traces de torture, de violence, et ont procédé à l'enterrement. Le jour même, enfin le soir de l'enterrement, il était 19h30, la mère de la victime a été interpellée et conduite à la gendarmerie, accompagnée de son bébé de 8 mois. De 21h jusqu'à 1h du matin, la mère a subi des interrogatoires et que nous pourrons considérer comme des actes de torture et de persécution psychologique et militaire. Et cet interrogatoire a commencé à la gendarmerie, a commencé à 21h jusqu'à 1h du matin. Et à 1h30, ils l'ont lâché en pleine rue avec un bébé de 8 mois et lui ont dit que tu peux rentrer chez toi. Et finalement, elle a réussi à trouver quelqu'un qui l'a ramené chez elle. Et le lendemain, c'était au tour de son mari, le beau-père de la victime, du jeune homme, et puis du frère de 12 ans, du jeune homme, qui a à peine 12 ans, qui ont été arrêtés à leur tour et conduits à la gendarmerie. Ils sont restés 4 jours à la gendarmerie. Et bien sûr qu'ils ne sont pas restés là-bas pour le plaisir de les garder, mais au cours de leur détention, ils ont subi des tortures
Je vais vous donner une illustration. C'est que le père est resté plus longtemps que le fils, son fils de 12 ans. Durant 6 jours, on lui a privé de faire ses besoins. On l'a empêché de faire ses besoins. 6 jours. C'était une façon de le tuer. 6 jours. Et il a fait appel à ce qu'on l'autorise à aller aux toilettes. On lui a dit non. 6 jours. Et le fils de 12 ans a été torturé, menacé par le fils du chef de l'État qui est commandant de la gendarmerie. Il est venu 2 jours de suite, la nuit, pour demander à un enfant de 12 ans de le soustraire de sa cellule dans laquelle il se trouvait avec son père pour s'expliquer sur ce qu'il sait et de se taire sur les faits dont il aurait eu. Je vais vous brancher sur des fils électriques. Ça, c'est des menaces qui ont été faites par le fils du colonel Azali, lui-même commandant de la gendarmerie. D'autres faits qui caractérisent la torture, c'est la mère de la victime qui venait à la gendarmerie pour laisser la nourriture de son mari et de son fils. Il a croisé le fils du colonel Azali, du chef de l'État, à la gendarmerie, qui lui a dit, écoutez, une fois terminé, je souhaite vous voir dans mon bureau. Elle est allée dans son bureau. Il lui a dit que, écoutez, si vous voulez que votre mari et votre fils retrouvent leur liberté, vous devez faire une déclaration pour démentir cette information qui circule comme quoi votre fils serait mort sous la torture. Sinon, votre fils et votre mari resteront là. Elle a dit, il n'y a pas de souci, je vais faire cette déclaration. Elle a dit, mais je vais appeler un journaliste et vous allez le faire, cette déclaration. Et une fois faite, ils retrouveront leur liberté. Effectivement, le fils d'Azali, il s'appelle Loukman, commandant Loukman. Il appelait un journaliste qui est venu avec son caméraman. Ils sont rentrés dans le véhicule, à la gendarmerie. Le véhicule, le caméraman, ils sont rentrés dans la voiture. Et le fils d'Azali, le commandant, était à l'arrière. Et le journaliste était à l'avant. Et la dame, la mère de Fanou, était aussi devant. Et là, on lui a dit, le journaliste lui a fait une interview, mais à décharge. Et des questions orientées, bien sûr, et le fils d'Azali était à l'arrière. Et elle a répété ce qu'on lui a dit de répéter juste pour obtenir la liberté, la libération de son fils de 12 ans et puis de son mari. C'est ce qu'elle a fait. Et tout de suite, simultanément, ou bien concomitamment, effectivement, ils ont été libérés. Ils ont retrouvé leur liberté. Et cette femme a eu l'intelligence d'appeler une de ses proches qui se trouve en France et lui a laissé un vocal pour lui dire, écoutez, je viens de faire une interview à la demande du fils d'Azali pour obtenir la libération de mon mari et de mon fils. Ils sont libres. Et cette famille, cette femme, avec ses 6 enfants, ont fui les Comores, ont fui la torture, ont fui les menaces. En ce moment, ils sont à Mayotte. Ils y sont depuis le 29 octobre dernier. Ils m'ont demandé de leur apporter mon soutien et puis mon aide. Je suis allé à Mayotte, j'ai passé 3 semaines à les aider, à les orienter, à les défendre.
tout de suite, après leur arrivée, lorsque j'ai su qu'ils étaient à Mayotte, je suis allé le voir, je les ai conduits au palais de justice. On a déposé plainte pour assassinat à Mayotte, qui est sous l'administration française, donc une juridiction française. On a déposé plainte pour assassinat, torture, persécution et puis violence barbare. Et nous avons demandé sur place à ce que cette famille bénéficie de la protection internationale. Et ça n'a pas suffi, en fait, au régime d'Azali, Azali et ses hommes. Mais alors que cette famille est en fuite, ils ont utilisé tous les moyens pour faire revenir cette famille aux Comores. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le procureur de Moroni a repris la parole après sa fameuse déclaration scandaleuse du 14 septembre. Une semaine après, le procureur a fait une autre déclaration, un autre communiqué pour se contredire. Mais c'est grave. Un procureur qui fait des mensonges comme étant la règle et la dissimulation comme mode de fonctionnement, le procureur a fait un communiqué pour dire ceci. C'est que un médecin militaire a constaté à 2 heures du matin comme quoi le jeune homme est décédé à 2 heures du matin. Alors que le 14, il avait fait une déclaration pour dire que le 14, le matin, 2 enquêteurs sont allés dans sa cellule, l'ont retrouvé inanimé et qu'un médecin est venu constater sa mort. C'est le matin, le 14. Et une semaine après, il vient faire une déclaration pour dire qu'un médecin militaire a constaté la mort du jeune homme à 2 heures du matin. Et que ce médecin militaire n'a pas retrouvé des traces de violence sur le corps de la victime. Et c'est pour cette raison que l'enquête que j'avais ouverte, c'est le procureur qui dit, l'enquête que j'avais ouverte pour recherche des causes de la mort, l'enquête est clôturée. Il n'y a pas lieu de poursuivre. Il n'y a rien à signaler. Je suis personnellement parmi ceux qui se sont non seulement indignés, mais qui se révoltent également. Je ne parle même pas d'indignation. L'indignation est un mot très faible. Révolté. Et je ne suis pas le seul à nous révolter aux Comores, mais je sais que c'est pas seulement aux Comores. En Afrique et partout, révolté par autant d'insouciance face à des assassinats, à l'indifférence face à des assassinats, des jeunes en plus, pour des raisons politiques. Cette révolte, nous tenons, nous les démocrates comoriens, le peuple comorien. Cette révolte, elle s'exprimera très prochainement aux Comores, puisqu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la résignation, il y a le temps de l'indignation, mais il y a aussi le temps de la révolte. Et là, aux Comores, c'est le temps de la révolte. Et cette révolte, et nous sommes persuadés que nous ne serons pas le seul à l'exprimer. Elle s'exprimera partout où nous pourrons et nous obtiendrons le soutien des frères et sœurs qui ne peuvent pas accepter qu'en 2024, lorsque vous êtes tenant d'un pouvoir, ou bien lorsque vous voulez accéder au pouvoir,
vous procédez par des assassinats, par des emprisonnements, par la terreur et tout. Non, ce n'est plus possible, en Afrique particulièrement. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé à la demande de cette famille la plainte à Mayotte, qui est sous l'administration française. Et comme ce fameux procureur était de passage à Paris, et qu'il y a une convention de New York sur la torture, qui donne la possibilité à des États qui sont signataires de poursuivre toute personne soupçonnée d'actes de torture commis dans son pays, d'être poursuivie partout dans le monde, notamment dans les pays signataires de cette convention, et ces personnes peuvent faire l'objet de poursuites. Et comme il se trouvait en France, et que la juridiction et que la législation française donne la possibilité aux juridictions françaises de poursuivre des tortionnaires, des personnes passibles de crimes, de torture et de persécution en France, comme il était sur place à Paris, nous avons déposé la plainte à Paris contre ce procureur tortionnaire. Puisque si quelqu'un devait savoir la personne qui a tué, assassiné ce jeune homme, c'est le procureur. Il a donné l'ordre et il était présent. Donc, il doit s'expliquer et puis aussi, non seulement s'expliquer, mais il doit répondre et assumer ses responsabilités. Et puis, il y a aussi Azali Assoumani. Lui, il dit comme quoi il est victime d'attentat. Tentative d'assassinat, c'est ce qu'il dit. Mais cette accusation ne tient pas debout, puisqu'il s'agit d'une accusation pénale. Premièrement, parce qu'il est responsable de tout ce qui arrive aux Comores. Tout ce qui lui est arrivé, il s'agit d'une agression. Azali en est responsable, puisqu'il a fait des assassinats et des violences politiques sa mode de gouvernance. À plusieurs reprises, je l'ai dit, et j'ai les éléments de preuve qui seront soumis aux juridictions qui seront saisies de cette plainte. Azali a fait plusieurs appels, ainsi que ses collaborateurs ont fait plusieurs appels au meurtre public, des appels publics au meurtre, en présence des journalistes qui ont filmé ces appels au meurtre. Et ces appels étaient suivis par des assassinats. Donc, Azali est responsable, personnellement responsable des crimes commis aux Comores. Il y a des jeunes, une nouvelle génération de Comoriens qui ont grandi dans cette violence, incarnée par Azali et revendiquée par lui. Donc aujourd'hui, si un jeune comme Fanou, de 22 ans, commet un crime, Azali en est le responsable. Et d'autant plus qu'il ne l'a pas assassiné. Azali ne sera jamais poursuivi pour tentative d'assassinat, puisqu'il a toujours réussi tous ses coups, notamment ses coups d'État. Il a toujours réussi ses coups. Il sera poursuivi pour assassinat et jamais tentative. Donc ce jeune-là, s'il voulait tuer Azali, il avait une arme blanche. Il se serait servi de son arme blanche dans les parties vitales, mais pas sur le visage d'Azali ou bien sur sa tête. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, lorsque vous voulez tuer quelqu'un, vous ne lui donnez pas un coup de gifle. Non. Un coup de poing, non. Un coup de poing ne tue pas. C'est ce que ce jeune a fait. Il l'a giflé d'abord. Et ça, c'était le premier réflexe. Et puis, deuxièmement, il lui a donné un coup d'arme blanche là-dessus. C'est tout. La preuve, il tient des conférences. Azali tient désormais des conférences un peu partout. Il était au Maroc hier. Il était reçu comme un grand démocrate. Au Maroc hier, il a tenu un grand discours comme étant le plus grand démocrate.
Il a parlé de la paix. Il a parlé de la souveraineté hier au Maroc, alors qu'il est le premier à vendre son pays pour son maintien au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre génération des dirigeants africains, nous pouvons tolérer ces genres de pratiques? Je n'ai pas dit que c'est facile le combat que nous menons. C'est un combat extrêmement difficile, voire même périlleux. Mais nous, nouvelle génération d'hommes politiques africains, nous acceptons ce combat, puisqu'il y va ainsi de l'avenir de notre continent. Nous devons accepter le risque lié à cette forme d'engagement, de dire non à ces dictateurs, malgré leur puissance, puisqu'ils sont puissants, ils sont entourés également par des puissants qui les soutiennent également. Mais c'est pas une raison, puisque sinon le monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu des puissants, plus puissants que les dictateurs comme Azali, mais on a réussi à les renverser. Et moi je pense que lorsque vous avez quelqu'un comme Azali Assoumani, qui est arrivé au pouvoir par la force, en faisant des coups d'État militaires et électoraux, puisqu'il n'a jamais été élu. Il a toujours volé les élections. Et lorsque le peuple prend conscience de sa responsabilité et de son destin, veut prendre son destin, le peuple n'a pas d'autre solution. C'est de le pousser dehors. Et ça sera une œuvre de légitime défense, au fait. Et Azali, je l'ai dit, le peuple comorien exercera à l'encontre d'Azali une forme de légitime défense pour se débarrasser de ce dictateur. Puisque nous ne pourrons pas tolérer autant de morts. Vous vous rendez compte, on est obligé en 2024 de faire le tour du monde pour trouver un juge. On est obligé de faire le tour du monde, des milliers de kilomètres, pour trouver un juge pour examiner des crimes commis aux Comores. En 2024, de trouver un pays qui accepte de recevoir des plaintes pour un crime commis aux Comores. C'est ce qu'on va faire en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on va faire en Afrique du Sud, c'est ce qu'on va faire en Afrique centrale. Mais on ne peut pas laisser ce type faire le tour, pavaner partout dans le monde, dans les forums internationaux, comme s'il était démocrate. Nous, on va le faire savoir aux autorités marocaines, comme quoi le Maroc veut se distinguer à juste titre comme étant un leader africain de démocratie. Le Maroc ne peut pas recevoir Azali dans un forum, faire comme si Azali est le champion de la démocratie ici au Sénégal. Il envisage de venir ici demain au Sénégal, dans le cadre de la commémoration de massacres qui ont été commis ici le 1er décembre 1948. C'est ça, hein? 44 plutôt. Il envisage de venir ici demain. Mais qu'il vienne, mais il sera bien accueilli. Puisqu'on va le rappeler. Qu'ici on vient commémorer la mémoire des gens qui ont été massacrés. On ne vient pas ici commémorer les dictateurs. Donc il sera très bien accueilli. Non, c'est pas possible. Donc partout où il ira dans le monde, il trouvera un bon accueil. Ce sera une plainte qui sera déposée contre lui. Non, on ne peut pas. C'est une obligation morale de tout démocrate africain de ne pas laisser ces démocrates sillonner partout dans le monde comme s'ils étaient des bons exemples. Non. Donc Azali sera le bienvenu. Vous avez l'occasion de vous exprimer au Sénégal. Quelle est la réponse que vous attendez de lui pour qu'il réponde ça au niveau de l'Union africaine? Qu'est-ce qui se passe? Non, Azali, on n'attend rien. Sa place, il s'expliquera devant les juges. Voilà. On n'attend rien d'Azali. Il s'expliquera devant les juges. Et le peuple comorien le corrigera aussi. La justice sera rendue par un juge. Notre rêve, c'était de trouver un juge comorien. Mais ce rêve s'est évaporé lorsqu'un procureur de la République qui a ordonné l'arrestation, puisque lorsqu'un crime ou bien une violence exercée sur un chef d'État est commis, il n'y a que le procureur qui a le mot. Il faut l'arrêter, vous le placez en détention. Non, en garde à vue. Donc, c'est le procureur qui a ordonné l'arrestation de ce jeune. C'est le procureur qui a ordonné à ce que ce jeune soit transféré non pas dans une gendarmerie, mais à la présidence et dans un camp militaire.
C'est lui qui a ordonné son enquête sous la torture. Le jeune a été tué, c'est lui qui a ordonné à ce qu'il soit tué. C'est le procureur. Donc c'est lui l'assassin. Vous confirmez? Je confirme ce que je dis. Il a violé les conventions qui ont été signées. Et les vieux, ben écoutez, ben oui, c'est pas à Genève, c'est à New York. C'est à New York. À New York. Ben oui, puisque c'est le procureur qui ordonne l'arrestation des assaillants. C'est le procureur qui ordonne son placement en garde à vue. Et puis c'est le procureur qui dirige l'enquête en flagrant délit d'assassinat, puisque pour eux, il s'agit de tentative d'assassinat. Donc il y a le procureur qui dirige tout ça. Et il décide, il dit, je classe, sans suite. Il est mort naturel, alors que nous avons la preuve, l'épreuve des tortures. Et l'oncle du jeune homme, qui a procédé au lavage rituel du corps, il y a son témoignage. Il y a les photos du cadavre également. Et tout ça, nous les avons. Un procureur qui dit cela n'est pas tolérable. C'est pas un procureur, c'est un assassin. Puisqu'il dissimule la manifestation de la vérité. Et il ne va pas poursuivre. Mais, vous savez, ce qui est encore plus grave, c'est peut-être pas le fait qu'il ait ordonné son assassinat, c'est la promotion qu'il venait à peine d'obtenir après avoir commis ses crimes. Il était procureur de la République. Il a été désigné instantanément procureur général par Azali. Comme quoi, son acte mérite d'être couronné par une promotion. Donc, voilà le climat. J'étais un peu plus long, vous m'excuserez, mais j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour venir vous exposer cela. Je ne pouvais pas seulement en 2-3 minutes vous parler de ce qui tient les Comoriens à cœur en ce moment, c'est de se débarrasser de ce régime tortionnaire sanguinaire. Et puis parler aussi des crimes commis par Azali. Et qu'Azali n'est pas le modèle de résilience, c'est pas le modèle d'homme de paix. Et le grand de ce monde, qui font appel à pied d'Azali puisqu'il était le président de l'Union africaine, je peux dire que c'est un accident. Azali, c'est un accident politique pour l'Afrique et pour les Comores également. C'est un accident de l'histoire. Il n'apporte rien à l'humanité si ce n'est le crime qu'il commet tous les jours. Donc nous devons le demander à ce qu'il soit poursuivi ainsi que ceux qui le soutiennent. Bon voilà, donc vous m'excuserez d'avoir été très long. J'ai parlé des personnes assassinées par le régime du colonel Azali, et puis il y a ceux qui sont aussi détenus, et puis il y a aussi ceux qui sont en exil, qui sont nombreux aussi. Il y a des centaines de personnes, à l'instant où je vous parle, qui sont en prison. Il y a un ancien chef de l'État comorien qui s'appelle Sambi, qui est détenu aux Comores, ça fait déjà 6 ans, par Azali. Il y a aussi un ancien gouverneur de l'île de Moélie, qui s'appelle Docteur Salami. Il est aussi en prison, ça fait 5 ans, pour des histoires politiques. Puisque s'agissant de Sambi, Azali s'est servi des faits d'une plainte qui a été déposée sur une affaire qui s'appelle citoyenneté comorienne. Il s'agit d'une citoyenneté comorienne qui a été vendue, conformément à une législation qui existe au Comores, à des apatrides qui sont dans le Golfe. Il y a une plainte qui a été déposée. C'est moi qui ai déposé cette plainte pour savoir la vérité sur le fond issu de cette opération. Azali s'est servi de cette plainte
pour des règlements des comptes politiques contre Sambi. C'était l'occasion pour lui de le neutraliser, voire même le tuer politiquement. Et dès qu'on l'a su, on a pris tout de suite le devant pour dire qu'il y a un détournement de procédure. Il y a un détournement même des intentions de ceux qui ont déposé cette plainte. Notre vocation, la vocation de ceux qui ont déposé la plainte, c'était pas pour des règlements de comptes politiques, mais pour savoir la vérité sur l'usage fait des fonds issus de cette opération. Azali s'en est servi pour tuer politiquement son adversaire redoutable qui est le président Sambi. Et ce même Sambi a fait élire Azali président, puisqu'il l'a soutenu. Pour lui, c'est un ancien chef d'État. Ça serait bien de soutenir quelqu'un qui a l'expérience pour redevenir président, puisque pour notre pays, ça serait bien d'avoir des anciens présidents, puisque ça pourrait contribuer justement à une nouvelle dynamique politique pour le pays, et Sambi a regretté de l'avoir fait. Donc c'était la seule façon de remercier Sambi. Et pourquoi cela? Parce qu'il fallait absolument neutraliser Sambi, qui est très populaire, pour l'empêcher de ne pas avoir un adversaire de taille aux Comores, afin de pouvoir dérouler son régime dictatorial. Au fait, c'est ça. Donc Sambi est au pouvoir. Ah non, Sambi est en prison depuis 6 ans déjà aux Comores. Et puis il y en a d'autres également. Mais Sambi, c'est-à-dire que c'est l'image de l'emprisonnement politique que Azali fait subir à ses opposants. Moi, je suis parmi ceux qui sont à l'extérieur, puisque il y en a d'autres qui, je pense, seront en Afrique de l'Ouest très prochainement pour effectivement essayer de trouver refuge et tout. Bon, donc voilà le contexte, la situation qui prévaut aux Comores. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez des questions à poser, j'y répondrai, mais je laisse à mes amis, s'ils ont quelques mots à prononcer, la liberté, bien sûr, de s'exprimer. Voilà. Vous avez quelques mots pour ceux qui sont au pays en train de souffrir et qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer? Parce que la majeure partie de ceux qui ceux qui parlent, ils parlent au Comores, même à l'étranger. Des peuples qui en sont victimes. Nous sommes quelques Comoriens qui ont réussi à fuir la dictature d'Azali. Dieu merci, nous avons des frères et sœurs, des démocrates, des personnalités, des organisations politiques et des organisations de la société civile, en Afrique particulièrement, et je l'ai dit en Afrique particulièrement, puisque nous partageons avec certains peuples d'Afrique les mêmes problèmes, les mêmes causes qui produisent les mêmes conséquences. Donc nous nous comprenons facilement en Afrique par rapport à ces problèmes. Et Dieu merci, et c'est le message que je lance à mes compatriotes qui sont au pays, aux Comores, Dieu merci, les Comores ne sont pas seuls. Le peuple comorien n'est pas seul. Le peuple comorien a des frères africains qui sont très attachés à la démocratie, qui sont très attachés à la solidarité africaine. Nous devons, nous les Comoriens, un moment ou un autre, nous révolter. Et ce moment est venu. Le moment de la révolte a sonné. Nous allons devoir nous révolter. On n'a pas le choix. Il y aura sans doute des blessés. Il y aura sans doute, et ça il faut être conscient, il y aura des morts, puisqu'Azali en fait son usage, sa philosophie et sa mode de gouvernance, de tuer. Donc il y aura des morts. Mais il y aura aussi des survivants. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il essaiera, comme il l'a fait, de tuer ceux qui sont au pays, mais ceux qui sont à l'extérieur également.
Je donne l'exemple. J'étais à Mayotte. J'étais à mon hôtel. À 19h30, des femmes sont venues à l'hôtel pour me demander de sortir. J'ai dit non, si vous voulez, vous rentrez. Non, on veut discuter avec vous. J'ai dit non, vous rentrez. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à les convaincre de rentrer à l'hôtel. Et là, s'en est suivi des menaces. Il faut tenir tête à ces gens-là. Et il y a des appels aux standards de l'hôtel, etc., du style, bon, on aura sa peau, etc., et tout. Mais c'est facile de menacer. Voire même c'est facile, surtout quelqu'un comme Azali, de tuer. En Afrique de l'Ouest, les gens ne le savent pas. Mais je me dois, comme je suis ici, le dire. Et si je ne le dis pas, ce sera une forme d'injustice. Je le dis puisque l'espace s'y prête. Il était commandant de l'armée comorienne. Il a tué un militaire comme lui, a pris la dépouille de la victime, l'a exposée sur un capot d'un véhicule qui a fait le tour de la capitale pour montrer que bon voilà, il pensait être plus fort que moi. Vous avez vu sa finalité. Il s'appelle Apache, cette victime. Ça, c'est des faits imputables à Azali Assoumani, le démocrate comorien, l'homme de paix, qui est invité dans les forums internationaux pour parler de la résilience, la souveraineté. La dépouille de la victime a été exposée sur un capot d'un véhicule qui a fait le tour de la capitale Moroni. Et la victime s'appelle Abdallah, alias Apache. Je n'invente rien, c'est des faits avérés. Lorsque ce monsieur, c'est un musulman, il s'appelle Hakim. C'est un musulman. Nous savons que lorsque un musulman meurt, on lave le corps. On sait comment enterrer un mort musulman. Ce monsieur, il a été torturé, assassiné dans un camp militaire. Ils l'ont enterré en catimini. Heureusement qu'il y a toujours des bons musulmans, quelque part. Même dans la dictature, il y a des bons musulmans. Il a appelé la famille pour dire que, écoutez, vous ne le verrez plus puisqu'il est mort. Comment ça? Il est mort. Et le corps est où? Il a dit, écoutez, vous allez dans tel cimetière, vous allez voir les tombes les plus récentes, vous allez voir. Et les jeunes sont allés, et les militaires étaient sur place. Et les militaires ont intimidé les jeunes. Les jeunes ont dit non, on vous tient tête. S'il faut nous tuer, c'est pas grave, mais on va le déterrer. Voilà, ils l'ont déterré, ils lui ont enlevé ses habits, et puis ils ont procédé au rituel musulman. Ça, c'est Azali. Hein. C'est Azali. Et s'il y a des jeunes africains qui meurent en Méditerranée, dans les eaux territoriales comoriennes, entre l'île de Moïli et l'île de Mayotte, qui est sous l'administration française, c'est les Comores. Les Comores ont un nombre très élevé de jeunes qui meurent dans les aventures. Azali n'a jamais exprimé le moindre remords. Le moindre remords. Et ce monsieur, il veut venir ici demain, à Dakar, dans le cadre de la commémoration du massacre commis ici contre les tirailleurs. Il sera le bienvenu. Et puis on va le rappeler que bon, voilà, ce pays a tourné la page. Bon,
voilà la réponse à votre question, et que notre rendez-vous sera avec Azali, mais au palais de justice. Et les ressortissants colombiens sont autorisés pour venir. D'accord. Bon, les jeunes Comoriens qui sont ici sont des jeunes, sont des étudiants. On les invite dans le cadre des activités culturelles. Mais lorsqu'il s'agit d'actions politiques, surtout de cette nature, on préfère les mettre à l'abri puisqu'ils ont des familles qui sont sur place. Et puis la plupart ont terminé leurs études. Ils envisagent de rentrer aux Comores. Je pense que ils s'exprimeront au moment opportun. Le travail le plus difficile, c'est à nous de le mener. Et puis, il y a d'autres qui s'exprimeront ensuite. Mais les jeunes sauront assumer leurs responsabilités au moment opportun. Et ce temps-là ne va pas tarder. Voilà. C'est bon? Oui, il y a... Voilà, bonjour mesdames, messieurs. C'est Ibou Gueye, député de la 15e législature. Je suis venu à cette conférence de presse assister à un ami et un frère, Maître Saïd Larifou. C'est en mon nom personnel, au nom des principes démocratiques des valeurs démocratiques que nous partageons. Assister également le peuple frère et ami des Comores. Donc ça, c'est au nom des principes universels sont la démocratie et la liberté. Donc c'est pour dire toute notre compassion, mais tout notre soutien au peuple frère et ami des Comores. Donc c'est en cela et c'est en mon nom propre que je suis venu prendre part à cette conférence de presse, marquer ma solidarité et mon soutien d'abord à l'ami et frère Maître Saïd Larifou, mais également au peuple frère des Comores. Donc c'est cela les véritables raisons de notre présence ici à cette conférence de presse de ce jour. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Coach Ramata, je suis la présidente de Sénafrique, les acteurs de développement sur la scène africaine, et nous organisons déjà pour les afrodescendants chaque année un événement qu'on appelle The Return, ici au Sénégal, où on ferme la porte du non-retour de la maison des esclaves, qui est un pansement psychologique contre toutes les tragédies qui ont été faites à l'être humain, aux Noirs, des esclaves, pour lutter contre tout ce qui était ex-colonisation. Et aujourd'hui, je viens soutenir mon ami Maître Saïd qui défend une cause qu'on trouve honorable, vu qu'il avait été déjà primé lors du Black Excellence, Celebration of the Black Men, le Dambe Award, qui célèbre les hommes qui, par leurs actions, leurs finances, leur courage, leur intelligence, se battent tous les jours pour les droits de l'être humain. Et donc, dans le combat, nous lui portons main forte aussi, parce que, comme il dit, nous parlons de l'unité africaine. C'est pour ça qu'on fait revenir les afrodescendants ici au Sénégal et en Afrique, pour reconstruire notre Afrique glorieuse. Et nous ne pouvons pas la construire, nous ne pouvons la construire sans que tous nos pays soient libres. Et lorsque je dis libre, que la démocratie soit vraiment effective dans tous les pays. Et donc, nous prions pour le repos de l'âme de
nos frères comoriens qui ont été victimes d'injustice. Et à l'image du Sénégal, nous appelons aussi les Comoriens aussi à se battre, en sachant que ils ne sont pas seuls, parce qu'on parle de l'unité africaine, et nous serons tous ensemble ici pour leur témoigner en tout cas notre soutien. Voilà. Merci. C'est toi. Le député, non? Oui. Oui, c'est toi, tu dois parler. C'est toi. Merci. Donc, moi, je m'appelle Dr. Je suis du laboratoire d'ICA de l'écosystème. Donc, c'est juste pour dire que nos frères comoriens ne sont pas seuls. Donc, nous, on est là juste pour le soutenir, pour accompagner Maître Saïd Larifou ici, qui a vraiment porté ce combat, et on est derrière Maître Saïd Larifou pour le soutenir et pour l'accompagner. Vraiment, je vous remercie. Merci. Et merci pour votre présence, votre disponibilité. Et je le fais pour le remerciement pour moi, mais franchement, c'est pour ceux qui sont au pays, ceux qui sont aux Comores. Lorsqu'on est dans un petit archipel et que vous n'avez pas suffisamment d'espace, un tel élan de solidarité fraternelle africain constitue, vous ne pouvez pas imaginer, une contribution mais forte pour permettre à mes compatriotes de se lever et de se révolter. Merci pour votre présence. Merci.